Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pani Blabla, le podcast qui montre l'envers du décor du milieu de l'humour. Aujourd'hui, je suis avec Samia Oroseman. Franchement, je suis tellement content de t'avoir ici. C'est vraiment un bonheur. Alors, pour moi, Samia, t'es l'humoriste probablement la plus gentille, la plus résiliente aussi peut-être des humoristes que je connaisse. Quasiment la plus résiliente, plus c'est vrai que t'es une femme, donc t'as ce bonus de double résilience. Est-ce que t'es contente d'être ici à la Martinique Mais justement, moi j'allais dire, t'es pas autant content que moi. Comment ne pas être heureux d'être ici, au milieu de la faune, de la flore, des sourires des gens, du soleil, de la mer. C'est impossible de pas être heureux d'être là. Je suis remplie de gratitude. Merci mille fois de m'avoir fait venir. Alors, faut savoir que toi, t'as un mari dont tu parles souvent, mais qu'on ne voit jamais. Et comme l'inspecteur Colombo, tu exactement, voilà. Mais ce mari est d'origine martiniquaise. C'est ça. Donc t'es connecté en fait à la Martinique. Ouais. Tu sais pourquoi je le montre pas? Non. Parce qu'il est trop joli garçon. Je dis qu'il fait les courses, le ménage, il cuisine, il fait tout à la maison, et je suis pas souvent là. Si je le montre, je suis foutu. Quand je reviens, il est plus là. Ouais, on va me le kidnapper. Je comprends. Donc je le montre pas, je laisse de côté. Je comprends. Et alors moi, tu vois, il y a vraiment un truc que j'ai vraiment envie de te poser pour aller vraiment dans le fond des choses, parce que c'est vraiment l'objectif ici. On n'est pas là pour avoir de la langue de bois. Ça fait quand même maintenant 15 ans que t'es dans le métier, d'accord. Comment tu si tu fais un retour sur tes années, comment tu les vois? Alors, moi, pour te décrire qui je suis pas du tout dans le star system. Il y a des gens qui me connaissent à travers le monde et pour eux je suis une star, alors qu'en fait moi dans ma tête je le suis absolument pas. Et il y a plein de gens qui me connaissent pas puis qui me découvrent et qui me disent mais comment ça se fait que t'es pas plus connu que ça? En fait, je suis très contente de ce que j'ai. Je suis pas quelqu'un qui a une ambition incroyable de faire des salles de 5 000, 10 000 personnes. Je préfère les milieux intimistes. J'aime la rencontre avec l'humain, j'aime le lien qu'il peut y avoir avec les gens. Pour moi, il y a deux manières de percevoir ce métier. Soit tu veux être en haut et que tout le monde te regarde et t'adulte, ou soit tu veux être dans l'échange et dans le partage. C'est soit une relation verticale ou horizontale. Moi, je suis plus dans ça, dans le partage. Les gens m'apportent autant que moi je leur apporte, et c'est un véritable échange d'énergie qui se fait. Donc, mes ambitions, c'est pas la télévision, le strass, les paillettes, la gloire, la fortune, ça je m'en fiche. Je suis plutôt quelqu'un de très roots, qui s'adapte aux situations, qui est très caméléon, et qui aime aller à la rencontre des gens et rencontrer vraiment le cœur des populations. D'où ça te vient ce côté un peu roots et cette envie justement de donner, de partager avec les gens Peut-être c'est parce que j'ai grandi dans le 93 et on était entre enfants d'immigrés. Souvent les gens me disent mais comment ça se fait que tu connaisses la nuance entre les accents d'Afrique? Est-ce que tu as vécu en Afrique? Et je dis oui. Il me dit ah oui, dans quel pays? Je dis dans le 9-3. Et en fait pour moi le 93 c'est ça, et c'est pas que l'Afrique, parce qu'on avait des gens d'autres nationalités aussi, on avait des gens de l'Inde, on avait des gens de la Turquie, mais il y avait ce brassage de culture. Pour moi, c'est le plus gros avantage qu'il peut y avoir dans la banlieue parisienne, c'est ce mélange. Ces gens qui viennent de partout, t'as l'impression de voyager sans même sortir de ton quartier. C'est une richesse, clairement. Mais bien sûr que c'est une richesse, c'est impressionnant. Celui qui n'a jamais voyagé, il a rien fait de sa vie en vérité. Parce que c'est les voyages qui te forment. C'est la rencontre de l'autre, des autres cultures qui va t'enrichir et qui va faire que tu vas comprendre davantage. Et toi, c'est à partir de quand tu as su que tu voulais devenir humoriste, et ce type d'humoriste justement, comment t'as... Écoute, moi j'ai commencé la scène à 12 ans. J'avais l'âge de 12 ans. Et je me suis sentie exister à travers ça. Et après, l'humour, il est venu petit à petit parce que on avait la fibre comique dans la famille. Mon père, il était commerçant et il passait son temps à plaisanter avec les clients. Il disait, qu'est-ce qui fait sortir l'argent de la poche de ton client pour venir dans ta caisse? C'est la gentillesse. Moi, quand la vieille dame, elle vient chez moi, je dis, bonjour madame, comment que ça va? Comment il va le chien? En vérité, je m'en fiche, comment il va le chien? Mais c'est parce que je sais que c'est la gentillesse qui fait rentrer l'argent dans la caisse. Et donc, il disait ça avec beaucoup d'humour, mais en vérité, il avait le lien très facile et le contact avec les gens. C'est ce qui a animé finalement son métier. Et nous, on a hérité de ça. Dans la famille, on est un peu comme ça, et moi, peut-être un peu plus que les autres. Mais du coup, ok, mais comment tu te retrouves à faire du théâtre, en fait, tout simplement? Ah, c'est très simple. À l'âge de 12 ans, j'ai voulu esquiver les tâches de ménage le mercredi après-midi. La seule manière de pouvoir esquiver, c'était de dire que j'avais un cours. Et là, il y avait atelier théâtre le mercredi après-midi. Donc, j'ai essayé avec la prof qui nous donnait des cours de français. Et ce jour-là, la première fois que je suis montée sur scène, on m'a demandé de jouer le rôle d'une fille dont le copain venait de se faire renverser par une voiture le jour de son anniversaire. Ah ouais. J'ai tellement cru à cette histoire que j'ai pleuré. Et j'ai fait pleurer tous mes camarades. Et c'est là où je me suis sentie exister. C'est là où je me suis dit, c'est là qu'est ma place.
et je vais tout faire pour y arriver. Et même si on a cherché à me dissuader sur le chemin, j'ai gardé ça comme optique parce que pour moi, c'était là ma place. J'étais persuadée que j'étais la meilleure dans ce que je faisais. Mais tu vois, tu évoques quelque chose en moi. En fait, c'est que, je pense que les jeunes issus de l'immigration, par exemple, quand ils veulent réussir, tu vois, sur des chemins qui sont parfois pas les chemins habituels, on va dire, ils doivent être possédés. C'est ça. Ils doivent être possédés. Je sais pas, ils doivent être habités par quelque chose et tout ça. Quand on t'a dit, qui a essayé de te dissuader quand tu dis... Tout le monde. Mes parents m'ont dit que c'était pas un métier, mes sœurs m'ont dit de laisser tomber. Tous les gens que je pouvais croiser me disaient que c'était pas fait pour moi. On venait de la banlieue parisienne, on était issus de l'immigration. Ça, c'était pas pour nous. Le théâtre, c'était pour les gens qui viennent d'un autre milieu social et culturel, et c'était pas pour nous. Et donc, moi, je savais que c'était ma place. Et même après, quand j'ai fait le conservatoire... Bref, que t'as intégré le conservatoire. J'ai passé l'audition pour entrer au conservatoire du 1er et du 11e arrondissement de Paris. Ok. Il restait 4 places, c'était un deuxième tour. Il en restait 4 places. On était 11 à passer l'audition. Quand je suis arrivée, il y avait des Edgar, des Mathilde, des François et moi. Et je me dis, mais ils vont jamais choisir une Samia. Et j'ai passé l'audition et ça s'est tellement bien passé qu'on m'a sélectionné parmi ces 4-là. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment là qu'est ma place. T'as une place là, ouais. Et au milieu des autres apprentis comédiens, je passais mon temps à dire à mon mari, parce qu'on commençait à se fréquenter à cette époque-là, je lui dis, c'est moi la meilleure. Il m'a dit, mais ça va les chevilles? Je dis, écoute, je suis pas quelqu'un qui a confiance en soi en temps normal. Ouais. Et je suis pas quelqu'un qui me valorise. Mais s'il y a quelque chose dont je suis sûre, c'est de mon talent. Et je te le dis, ces gars-là m'arrivent pas à la cheville. Et j'étais persuadée, en fait. Et jusqu'à maintenant, quand les gens jouent faux, j'ai envie de leur mettre des claques. Ça peut paraître prétentieux, hein, tu vois. Mais du coup, en fait, en général, l'humour ou le stand-up, les one-man shows, c'est pas on va dire la finalité du conservatoire. Donc, qu'est-ce qui te fait bifurquer ou comment tu fais En fait, comme j'avais une fibre humoristique, et il y avait une deuxième chose aussi, c'est que je me suis dit, avec le bagage que j'ai, dans le pays où je vis, on va jamais me proposer quelque chose qui me convienne. Tu définis comment ton bagage? Ce que je représente. D'accord. Je suis une femme maghrébine, j'ai un bout de tissu sur la tête, je suis habillée en boubou. T'étais déjà habillée comme ça. J'avais déjà cette dégaine-là. D'accord. Donc je me suis dit, mais qui va m'offrir un rôle? Qui va vouloir de moi? Même dans le cinéma. Jouer Andromaque. Jamais de la vie. Ok, tu vois, moi j'avais choisi Antigone pour le conservatoire, mais jamais de la vie on m'aurait offert ce rôle-là. Même au conservatoire, même avant que je porte un bout de tissu sur la tête. Juste le fait d'être maghrébine en France. Quand on me proposait un rôle, c'était que des servantes en fait. Ah ouais. Mais bien sûr. À un moment, faut faire face à la réalité. J'ai pas la couleur locale là-bas. Et l'humour, c'était une manière de dire, je raconte ce que moi j'ai envie de raconter. Et je l'amène comme j'ai envie. Et dans le premier spectacle, j'ai même un passage de théâtre classique où je joue Dorine dans Marianne. Et je dis des vers, en fait, pour montrer que je suis polyvalente et que je suis capable de tout faire. Je suis comédienne de formation. Mais t'as toujours l'impression qu'il faut faire 3 fois plus que les autres et qu'il faut se battre pour réussir à avoir ta place. Et que de toutes les façons, même si t'es une super bonne comédienne, on te donnera toujours des rôles dans lesquels tu peux correspondre. Parce que là, ça a pas changé. Mais aujourd'hui, est-ce que avec l'évolution des mœurs, des mentalités, tout ça, est-ce que tu penses que tu pourrais refaire un comeback dans du théâtre plus classique, on va dire? Sincèrement, je sais pas, parce que ça fait tellement longtemps que je joue plus en France. Tu sais, moi, je vagabonde à travers le monde. Le passage du Jamel Comedy Club, il m'a ouvert les portes du monde. Et donc, je suis plus dans ce microcosme parisien ou français. Je suis international. D'accord. Donc, je sais même plus ce qui se passe là-bas. Et de temps en temps, quand je me retrouve face à ceux qui vivent là-bas, je me dis, oh là là, ils sont perchés, les pauvres. Hein. Ils sont sur une autre planète. Mais en même temps, ton statut maintenant que t'as quand même d'artiste reconnu, pourrait peut-être t'ouvrir des portes. Je sais pas. Non, mais je suis pas du genre à aller frapper. Si quelqu'un un jour m'appelle, je répondrai présente. Mais moi, je suis pas du genre à aller démarcher. D'ailleurs, par exemple, regarde, un truc bête, ça fait 15 ans que je suis sur les routes, j'ai jamais démarché les gens pour jouer quelque part. C'est eux qui viennent me chercher. Et donc, moi, on me dit, mais ton manager, il fait pas le... Je dis, non, mon manager, il parle juste d'argent et de disponibilité. Mais à aucun moment, nous, on fait l'effort d'aller toquer aux portes pour dire, s'il vous plaît, est-ce que je peux venir faire mon spectacle? Et ça fait 15 ans que ça marche comme ça. Tu vois, donc...
Et donc du coup, ça fait 15 ans que tu voyages partout dans le monde, beaucoup en Afrique. Moi, je crois que c'est là que je t'ai rencontré pour la première fois. J'ai un doute, mais je crois que c'était en Côte d'Ivoire qu'on s'est vu pour la première fois. Ouais. Et en fait, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, pour toi, tu disais que vraiment que la Côte d'Ivoire ou l'Afrique noire, c'était vraiment ton deuxième pays, en fait. Ah, mais ou ton premier pays, je sais pas comment. En fait, moi, je suis tombée amoureuse de la Côte d'Ivoire quand je suis allée jouer là-bas, parce que la bienveillance et la gentillesse des gens étaient juste waouh. Et puis tout le monde est drôle, même les policiers quand ils t'arrêtent, ils te font rire. Je trouve ça incroyable, tu vois, quand t'as la rigidité de la France à côté, tu te dis mais c'est quoi ce pays? Mais moi, ce qui m'a impressionné quand je t'ai vu là-bas, mais c'est l'amour que les gens te donnent. Enfin, même on s'est revu entre-temps, on s'est quand même revu plusieurs fois. On s'est revu à Paris, on s'est revu à Montréal, mais partout où tu vas, mais le niveau d'amour et d'authenticité, de sincérité que je vois des gens en fait à ton égard, elle est énorme. Tu vois, je veux dire, c'est fou. Owen, il était choqué quand on se baladait ici parce qu'il y a des gens qui me connaissaient pas, qui me serraient dans leurs bras en me disant oh mais je t'adore, mais je t'aime trop. Et en fait, je sais pas, mais effectivement, il y a la simplicité et le lien qu'il y a avec les gens. Les gens voient qui je suis. En fait, au quotidien, je réponds à tout le monde sur mes réseaux, les messages privés. Je prends le temps avec chaque personne. À la sortie du spectacle, qui est 100 ou 1000 personnes, je vais attendre jusqu'à la dernière et faire des photos avec tout le monde. Parce que pour moi, c'est pas juste des fans qui me suivent. Il y a un échange, comme je te disais tout à l'heure. Mmh. Et donc, autant qu'ils me donnent, autant j'essaye de leur donner. Et donc, à la sortie du spectacle, pour moi, ça va de soi de prendre le temps avec chaque personne parce que c'est grâce à ces gens-là que moi, je fais mon métier aujourd'hui. Donc, ouais, vas-y. C'est peut-être ça que tu ressens, c'est le fait qu'il n'y ait pas de barrière. Tu sais, moi j'ai beaucoup de collègues où j'ai commencé en même temps qu'eux, ou même j'ai commencé avant eux, qui maintenant répondent plus à mes messages ou me laissent des vues. Moi je vais dire la vérité entre nous, j'ai envie d'aller brûler leur maison quand ça m'arrive. Parce que je comprends pas qu'on puisse être condescendant avec quelqu'un. Quelle que soit la personne. Mais est-ce que tu peux concevoir que qu'ils aient pas le temps? Pas qu'ils ont pas le temps, mais c'est que en fait, il y a une logique quand tu veux te starifier, et il faut que tu mettes de la distance avec les gens parce que si t'es trop proche. Ça, je comprends pas. Je comprends absolument pas. Surtout, je te dis des gens avec qui j'ai commencé. Donc d'un coup, parce que t'as fait un petit buzz médiatique, tu ignores les gens. J'ai envie de te mettre des claques, te dire, hey, tu sais où tu es, mais tu sais pas où tu seras demain. Ouais, après c'est vrai qu'une carrière c'est long. Mais bien sûr, il suffit de ça. Un bad buzz, une histoire pourrie qui t'est arrivée, demain tu te retrouves par terre et plus personne te regarde. Donc calme-toi en fait, parce que la vie elle est capable de te mettre des claques si toi tu te calmes pas tout seul. Et donc moi je suis pas dans ça. Je suis dans l'authenticité, dans l'échange, dans le partage, dans l'amour, dans la bienveillance. Pour moi, les artistes ont quelque chose à apporter à ce monde. Et si tu voulais faire ta diva, fallait être chanteuse en fait. Tu peux pas être humoriste, l'ami de tout le monde sur scène et nous montrer que t'es le copain de tout le monde et après regarder les gens avec mépris ou ne pas répondre. Tu comprends ce que je veux dire? Très très bien, mais toi par exemple en tant que Samia Oroseman, c'est quoi ce que tu penses? Tu l'as dit avec l'accent du bled alors qu'en fait c'est un nom martiniquais. J'adore. Il fallait dire Oroseman. Oroseman. Toi tu voudrais apporter quoi? Ce serait quoi ce que tu voudrais laisser? Moi je veux sur terre essayer de faire rire les gens de situations qui sont parfois désespérantes. Tu vois, toutes les douleurs que j'ai rencontrées, je les transforme en rire pour leur permettre à eux aussi de prendre du recul face à leurs propres histoires. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est que Boris Vian disait, l'humour, c'est la politesse du désespoir. Il y a des situations qui sont tellement désespérées et désespérantes que si tu ne ris pas, tu deviens fou. Nous, on est en train de perdre mon père et mon frère a fait une bêtise et on a tous rigolé dans la salle. Et c'est ce qui nous a permis de lâcher un peu la pression. On a perdu ma mère et ça, tu l'as vu, je l'ai raconté sur scène. La première personne qui est venue pour les condoléances, c'est la femme que ma mère détestait le plus. À ce moment-là, j'ai regardé mes sœurs, j'ai dit, les filles, vous pariez que maman, là où elle est, doit faire, même ici, elle me laisse pas tranquille. Et j'ai réussi à faire rire mes sœurs alors qu'on enterrait notre mère. Et pour moi, c'est ça, c'est pour ne pas devenir fou. On rit de certaines situations et c'est ce qui relâche la pression. Donc c'est à ça que moi je veux servir. Quand je me lève le matin, j'essaie de faire sourire un maximum de personnes. Si je peux illuminer la journée de gens, j'ai gagné ma journée. Ouais. Tu comprends? Ouais, très bien. Dans ton d'ailleurs, mission réussie, hein, j'ai envie de dire, parce que ton dernier spectacle, moi, il m'a énormément touché. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, je le dis tous les jours quand je monte sur scène que je parle de toi. Non, c'est vraiment impressionnant. Et moi, ce qui m'a déjà le plus surpris, c'est que c'est vrai que ton premier spectacle, enfin, avec les accents et tout ça, je trouvais qu'il s'adressait quand même à une certaine communauté ou aux Africains, tout ça. C'est mon avis. Mais ton nouveau spectacle, j'ai trouvé qu'il était encore plus humaniste. C'est-à-dire qu'en fait, il est
il s'adresse à tous les êtres humains parce qu'en fait tu parles de sujets comme la PMA, ton désir d'enfant et bon tout le monde ça peut toucher tout le monde. Après je pense que tout le monde peut ou veut ou envisage ou a été un enfant tout simplement. Donc voilà. Pourquoi t'as voulu aborder ce sujet-là? Parce que c'est tabou, que très peu de personnes osent en parler, qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent, qui ont eu des fausses couches ou qui n'arrivent pas à avoir d'enfants et qui osent pas le dire. Elles sont un peu montrées du doigt ou alors les gens sont parfois indélicats avec elles sans se rendre compte qu'ils le sont. Du coup, réussir à mettre des mots sur nos douleurs, ça permet à l'autre de mieux comprendre ce qui se passe chez ces femmes-là, mais aussi à celles qui vivent ça de pouvoir rire de quelque chose qui normalement les fait pleurer. Tu vois, c'est une manière d'être un pont entre les uns et les autres. Comme le passage sur les accents, c'est une manière de mieux comprendre l'autre, c'est une manière de mieux accepter que quelqu'un puisse être différent. Et peut-être après aussi de faire attention à ce que nous, on fait face à une personne qui vit pas la même chose. Tu vois, les gens qui sont indélicats, quand tu viens de te marier, qui te posent la question, t'as des enfants, mais t'attends quoi? Ah, ça marche pas. C'est toi aussi lui qui peut pas, mais t'as fait des examens. Mais de quoi je me mêle, en fait? Je me mêle? Est-ce que tu veux que je te raconte combien de fois dans la semaine on fait des câlins aussi et quelle position pour savoir pourquoi ça fonctionne ou pas? Tu vois, les gens sont indélicats sans même s'en rendre compte. Du coup, tourner ça en dérision, mettre le doigt sur des choses douloureuses, ça permet de prendre de la distance. Aussi bien pour la personne qui l'a vécu que pour celle qui ne le sait pas. Et ça permet aussi d'expliquer aux gens qu'il faut fermer leur bouche et éviter d'entrer dans des considérations dans lesquelles ils ne sont pas. On peut être indélicat sans même se rendre compte. C'est vraiment marrant ce que tu dis parce qu'en fait, il y a un côté super gentil, mais aussi un côté dur chez toi, je veux dire. En fait, mon exemple, c'est... On voit aussi un peu dans le dernier spectacle parce que je trouvais qu'il y avait il y avait un côté justement que j'ai trouvé... Mais j'ai adoré parce que je trouvais que justement, Samia, elle a du caractère, elle est capable Mon problème, c'est mon éducation. Ouais. On a reçu une éducation où on nous apprenait à prendre sur nous, à ne pas faire de vagues, à ne pas faire d'histoire. Tu sais, on est enfant d'émigrés, on a grandi dans un pays qui n'était pas le nôtre. Il fallait pas faire de vagues, il fallait pas faire d'histoire. Tu vois, c'était déjà une chance pour nous d'être ici. Tu comprends? Donc du coup, il y a cet héritage-là. Ouais, moi, je comprends ça pour mes parents, mais moi, clairement, j'ai toujours dit à mon père, je suis né ici. J'étais à l'école avec les autres, c'est mon pays, voilà quoi, point. Je veux dire. Mais nous, on a ce bagage-là. Et après, il y a ce que nous, on est en train de devenir. Je vais dire merci à personne. Je suis ici, je suis d'ici, j'avance et je fais avancer le pays. Donc voilà, merci. C'est clair, mais ça tu en prends conscience avec le temps, avec l'âge aussi. Mais au début, je suis d'accord sur ça. Au début, quand tes parents t'ont enseigné ça, j'avais un père qui disait toujours merci. Ouais, bon, je sais pas, il y a du racisme, mais bon, je peux pas me plaindre et tout. Ok. C'est ça. Et nous, petit à petit, avec le temps, avec l'âge, avec la maturité, on commence à comprendre certaines choses. Et moi, je suis en pleine évolution. Mon spectacle s'appelle Je suis une bouffonne pour toutes les fois où j'ai pas osé dire les choses. Mais petit à petit, avec la thérapie, je commence à apprendre. Tu parles de thérapie, d'accord. Bien sûr, t'es obligé. Quand t'arrives à 40 ans, tu remets plein de choses en question, ton mode de fonctionnement, tes rencontres, tes échecs, aussi bien amicaux que le reste. Et puis tu te dis, attends, si ça a pas fonctionné, c'est qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne en moi. Tu peux pas changer les autres, mais tu peux te changer toi-même. Et si tu te changes toi-même, tu changes ta position, ton positionnement, et les gens vont s'ajuster. Gros travail de développement personnel, quoi. T'es obligé. Comment t'as fait ce travail? Avec qui t'as fait ce travail? À force de prendre des coups. D'accord, ok, c'est la vie, en fait, qui t'a travaillé. Tellement de claques que du coup, il y a des fois où t'as un sursaut et tu te réveilles et tu dis non, ça je veux plus. Ok, d'accord. J'arrête. Mais t'as discuté avec des gens ou quoi? Oui, c'est toi-même ou toi-même tu t'es dit en introspectant? À force d'avoir des mauvaises expériences avec amicales ou professionnelles, tu finis par te diriger vers des professionnels pour essayer de comprendre. D'accord. Qu'est-ce qui dysfonctionne dans ton comportement? Est-ce que c'est le fait d'être trop gentil? Mais pourquoi t'es trop gentil? Qu'est-ce que tu recherches derrière? Qu'est-ce qui motive ça? Et comment on fait pour ne plus l'être et pour devenir juste? Pas trop gentil et pas en faire des tonnes. C'est que derrière, tu cherches à pallier un truc. Et donc, quand tu vas aller creuser, tu vas chercher les traumatismes liés à l'enfance et puis finir par comprendre ce qui dysfonctionne et pourquoi tu te comportes comme ça. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit non, stop, là, je suis trop gentil, c'est vrai. Il y a plein de moments. C'était une anecdote là où tu te dis je suis la summum de la bouffonne, tu vois, ou un truc vraiment. J'en ai des milliards des histoires. Mais je vais donner un petit exemple. Ouais, juste un exemple. Juste un petit exemple pour que tu comprennes. Je suis très patiente, je suis très gentille. Sur mon parcours, j'ai rencontré plein de gens qui veulent faire de l'humour et qui pensent que moi, je peux être un tremplin pour qu'ils aillent plus vite. Un trampoline. Qui viennent, ils sautent et puis ils vont. Un jour, il y en a un qui me dit, écoute, Samia, je veux faire de la scène, mais je sais pas trop vers qui me diriger. Est-ce que tu peux m'aider? J'ai des idées, je sais pas comment. J'ai pas de problème. Viens, on se pose, on écrit. À cette époque-là, je jouais dans un café-théâtre. C'est important, c'est ça pour que tu comprennes la suite.
Il venait au café-théâtre, tous les jours on prenait le temps d'écrire, on réajustait ses histoires. Et puis je lui dis, écoute, ta tenue vestimentaire, ça va pas. Tu peux pas venir habiller avec des trucs complètement déchirés, avec lesquels tu fais du sport. Quand tu veux monter pour faire des premières parties ou des plateaux où je t'emmène, faut un minimum. Il me dit, ouais, mais moi j'ai pas de thune. Je dis, écoute, y a pas de souci, je t'ai pas parlé d'argent. T'as pas de sous, viens, on va t'en acheter. J'avais un petit peu d'argent que j'avais gagné, je lui dis, viens, je l'ai rhabillé totalement. Et avec plaisir. Avec plaisir, ouais. Okay. Je l'ai rhabillé. Chaque fois qu'on allait manger quelque part, c'était moi qui payais parce qu'il gagnait pas beaucoup de sous et moi je faisais des scènes à droite à gauche. Mais tout ça gracieusement, sans contrepartie. Ouais, ça te faisait plaisir. Ça me faisait plaisir. Tu te réalises dans le don, toi, en fait. Tant que c'est moi qui choisis, j'ai aucun problème avec ça. Donc je l'aide, on écrit, je l'accompagne, etc. Puis un jour, il arrive et il s'installe dans le café-théâtre où on a le rendez-vous. Et quand j'arrive, il me dit merci pour le café. J'ai dit pardon? Il me dit, ouais, j'ai commandé un café, merci pour le café. Et là, je me dis, mais il est sérieux, en fait? Donc, je prends tout en charge. Puis toi, tu viens, tu t'installes, tu commandes ton café, puis c'est moi qui dois le payer derrière. T'as même pas demandé, quoi. Ça, c'est de l'impolitesse. J'ai rien dit. J'ai attendu un peu. Et puis, il me rappelle, il me dit, ouais, quand est-ce qu'on peut se voir pour écrire? Je dis, j'ai pas le temps. Il me dit, ouais, mais quand est-ce que tu auras le temps? Je dis, en ce moment, je peux pas, j'ai trop de tournées. Il me dit, non, mais quand est-ce que tu pourras? Je dis, écoute, je t'ai dit, je ne peux pas. Il me dit, mais attends, Samir, il y a quelque chose que j'ai fait qui va pas? Je dis, non, il y a rien. Il me dit, non, mais s'il te plaît, dis-moi, si vraiment il y a quelque chose qui va pas, je veux réajuster mon comportement. Donc moi, j'ai cru. Je dis, bon, écoute, il y a pas de souci. Je t'invite, je paye pour toi, tu n'as pas d'argent, il y a pas de problème, je te rhabille, etc. Je t'emmène avec moi sur des plans. T'as des trucs où t'es payé grâce au fait que je t'embarque avec moi, il y a pas de souci. Tu vois bien. Tout ce que je peux transmettre, je transmets. Je dis, mais type, gars, s'il te plaît, on a rendez-vous quelque part, tu t'installes, tu commandes un café, puis c'est à moi de le payer. Tu m'as pris pour ta maman. Attends, il me dit, non, écoute, il me dit, non, mais attends, tout ça pour un café? Là, le son, il est monté jusqu'à ma tête. Je dis, écoute, moi, bien, c'est quoi, toi et moi, on peut pas se comprendre. Femme de principe, quoi. Fais ton chemin, je fais. Il me dit, non, mais pourquoi? Je comprends pas. Je dis, mais attends, tout ça pour un café? Mais peut-être, moi, je suis ta mère et je t'ai mis au monde et je t'ai oublié quelque part. Je dis, mais tu plaisantes ou quoi? Il me dit, non, mais attends, je comprends pas. Et je sais que dans sa tête à lui, je suis méchante. Parce que j'ai tellement donné que c'était devenu normal. Et le gars a pas vu le mal de s'installer puis de prendre un café. J'ai payé tellement plus que ça. Donc c'est pas grave pour un café à 2 €. Mais ton café à 2 €, ton comportement, il m'a montré qui tu es. T'es là pour aspirer, pour prendre tout ce qu'il y a à prendre. Et quand tu mets ton chemin, mais c'est terminé. Ça. Ah, mais toi, tu dois souffrir dans le milieu des humoristes avec tous les égos et tout ça, là. Non, c'est ça. Tu les côtoies pas? Un petit peu quand même. Je les côtoie très rarement. C'est fini. C'est fini. Je t'ai dit, je vagabonde à travers le monde et je suis bien. Ah, on se croise sur des festivals, on se croise en comédie club. Mais c'est rare. Soirée, à Paris, je joue rarement. Ouais. Je t'ai dit le peu que je suis. C'est vraiment Paris le problème pour toi ou... Oui. Ouais. En province, ça va mieux. Tu vois, les gens sont un peu plus cool. Mais Paris, c'est un panier de crabes pour moi. Et tu peux pas. Les gens sont trop dans le SAR système et ils veulent arriver à tout prix. Tu vois, ils donnent des coups de coude pour. Non. C'est quoi le plus gros coup de pute que t'as déjà vu? Qui m'y est arrivé? À toi ou toi, ouais. Moi, j'avais monté un concept. C'était un plateau d'humour sans vulgarité pour que les familles puissent venir au théâtre. Je voulais faire un spectacle où tu puisses venir avec tes enfants sans être mal à l'aise parce que tu peux pas boucher les oreilles ni changer la chaîne. C'est bien réfléchi, c'est bien pensé. Et le type que j'étais allé démarcher, au début, ça l'intéressait pas. Et je l'ai convaincu, avec force de persuasion, que ça allait cartonner. Et il a fini par accepter. On a monté le projet ensemble. Le premier spectacle, on a fait 193 places, c'était complet. Deuxième spectacle, on a fait 250 places, complet. Après, on a pris un théâtre de 385 places, 2 fois le même jour, complet. Après, on a fait le grand gymnase, 800 places, complet. T'as fait le grand gymnase? Ouais. Le grand gymnase? Ouais. Wow! Et on a fait c'est une salle qui est classe en plus, ouais. Et là, il s'est barré avec la caisse. Il avait déposé le truc à son nom, il est parti avec l'argent. Et en fait, il me restait que mes larmes pour pleurer, puis j'ai tout essayé pour essayer de lui faire entendre raison. Mais il m'a laissé sur le bord de la route. Et chaque personne que je croisais, à qui je racontais ce qu'il m'avait fait, me regardait, et puis disait, désolé, puis il allait quand même jouer avec lui. Parce que le gars a continué le concept derrière toi. Il organisait, en fait, il continuait, il a changé juste le nom du projet. Et puis après, il a joué avec d'autres personnes, et il a escroqué d'autres gens. Mais eux l'ont dénoncé. Et quand ils l'ont dénoncé, il a disparu de la circulation. C'est-à-dire que ce type-là qui m'a fait du mal au départ, et qui rêvait d'être comédien et connu à travers le monde, il a disparu de la surface de la Terre. Quand tu tapes son nom, tu le trouves que dans Copain d'avant, dans les années 2000, tu vois. Et moi, aujourd'hui, qui me suis fait escroquer au début, j'ai joué dans une trentaine de pays à travers le monde. Il y a une justice, et un jour, la roue finit par tourner. Oh, bien sûr. Bien sûr. On dit karma is a bitch. C'est exactement ça. Ce que tu fais, tu vas récolter. Cherche pas. Donc, ils sont drôles parce qu'il y a des gens qui pensent que
ils vont arriver puis ils vont juste ramasser des fruits. Qu'un jour, il y a un oiseau qui est passé, il a fait caca, et puis la pluie est tombée, et puis il y a des arbres fruitiers qui poussent, et puis ils viennent et ils ramassent. Bon, je sais qu'en Martinique, ça existe, mais en France, non. Tu vois, si tu laboures pas la terre, tu plantes pas des graines, que t'arroses pas tous les jours, tu vas rien récolter. Et donc, j'ai rencontré plein de gens sur mon chemin qui sont venus en pensant juste récolter les fruits de ce que moi j'avais semé. Mais c'est pas comme ça. Ouais, mais soyons positifs. Est-ce que t'as aussi rencontré des gens, parce que où t'en es, je veux dire, vu tout j'ai rencontré des gens extraordinaires, bien sûr. Tu m'as même présenté des gens formidables. Donc, en fait, je vais dire cette anecdote quand même, parce que Samia, elle m'a sauvé la vie déjà plusieurs fois. Une fois, je me suis retrouvé à l'aéroport d'Abidjan. C'était pendant le Covid, mon test Covid. Et parce qu'en fait, à Abidjan, les gens sont tellement gentils, hein, tu vois, que ils veulent que tu aies un test Covid négatif pour sortir du pays. Parce que si t'es positif, tu restes avec eux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment la gentillesse, hein, ivoirienne. Hein. Bon, 75 € le test quand même. Tu vois, donc bon, on sait où ça va. Et donc en fait, je reçois par SMS le résultat de mon test Covid. L'avion décolle, tu vois ce que je veux dire. Donc j'étais dans la merde. Et en plus, quand j'ouvre le test, c'est même pas mon nom dessus, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Et je lui dis, mais ça merde, je suis dans la merde et tout. Il est 2h du mat à Abidjan. Il me fait, t'inquiète, j'appelle un pote. Le gars est venu me récupérer et m'a logé, hébergé, et m'a fait passer la nuit la plus folle il m'a sorti et tout ça. J'ai fait, waouh, c'est vraiment une histoire de fou, quand même. Tu connais des gens. Enfin, bref. En fait, c'est la plus grande des richesses. Ouais. Chez nous, il y a un proverbe en arabe qui dit, Ma'rifat rijal knouz. Ça veut dire connaître des hommes dans le sens H, l'humanité. C'est le plus beau des trésors. Et pour moi, c'est ça. Je gagne pas beaucoup de sous dans ce que je fais. Et je fais pas des salles de dingue. Mais j'ai rencontré des gens et j'ai voyagé dans des pays impressionnants. Tu vois, si je dis toujours ça, c'est que nous, notre enfance, on a été bercés par les films américains. Donc quand je suis allée jouer à New York, pour les gens, c'était un truc de fou, genre waouh, New York. Et ben je leur ai dit pardon, mais moi je suis pas plus impressionnée que quand j'ai joué au Burundi, près du lac Tanganyika, et que c'est un endroit où les gens me reconnaissaient dans la rue. Tu vois, pour moi ça c'est la plus belle des richesses. Donc toutes ces rencontres que j'ai fait, tous ces pays d'Afrique où j'ai joué, pour moi ça s'achète même pas avec des millions, tu vois. Ouais, parce que c'est vrai qu'en vrai, il y a plein d'artistes qui peuvent se dire je fais les zéniths, mais jamais ils auront l'opportunité d'aller jouer dans des endroits comme ça, quoi, qui sont juste magnifiques. C'est des moments inoubliables. Si tu savais, à Abidjan, je suis devenue copine avec la femme de l'ambassadeur de Jordanie, et elle m'a invitée au mariage de sa fille à Amman en Jordanie. Et pendant une semaine, on nous a baladés dans toute la Jordanie pour découvrir le pays avec une 50aine d'invités. Est-ce que tu penses que ça, j'aurais pu le faire si j'avais pas fait mon métier de comédienne? Non, mais en plus, la Jordanie, c'est un pays magnifique. Mais c'était impressionnant. Mais surtout avec des gens du pays qui connaissent. Plus, et dans des conditions comme celle-là. On a dormi dans des bulles dans le désert de Wadi Rum. On a dormi à Petra. Petra, ça c'est mon rêve. On était en face de la mer Morte, on a dormi dans l'hôtel Le Movenpick. Dans ma chambre, il y avait un petit chemin qui m'emmenait dans un jacuzzi. J'étais en mode, mais elle est trop bien. Mais trop bien. Tu vois. Donc, je te dis, j'ai vécu des trucs impressionnants. Ouais. Et rien que pour ça, je remercie le bon Dieu. Tu vois, j'ai pas besoin de plus. Tu comprends? Mais si demain on te dit, vas-y, tournez des zéniths, c'est parti. Je le ferai, mais je pense pas éprouver autant de plaisir que tout ce que j'ai déjà vécu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Une grande salle, c'est un personnel, 5000 personnes. T'as pas le plaisir que t'as dans une plus petite salle où t'as le contact avec les gens, où à la fin ils viennent te faire un câlin rempli d'émotions en te disant mais tu m'as fait vibrer, tu m'as fait pleurer, tu m'as fait rire, tu m'as transporté. Merci pour ce que tu as fait. 5000 personnes, comment tu fais pour les attendre à la sortie? Tu vois, moi le max que j'ai fait moi toute seule, c'était 1400. Et 1400, wallahi, c'était fatigant d'attendre tout le monde. Alors imagine 5000. C'est énorme. Après, je ne dis pas que je le ferai pas. Oui, peut-être je le ferai. Mais c'est pas ce qui me fait vibrer. Je pense aussi que quelque part, à un certain moment, ça pourra permettre d'amener plus haut tes messages. Tout simplement. Parce que je trouve que tu étais quand même une humoriste qui véhicule des valeurs, qui véhicule des valeurs. Moi, j'ai envie de m'arrêter là parce que tout est dit quand tu dis ça, quoi. Moi, j'adore ce que je fais. Je suis déjà très reconnaissant. Tu vois, quand les gens me disent, ouais, j'espère que t'iras loin, je dis, mais je viens de Paris, je suis déjà loin. Regarde, je suis en Martinique, je suis déjà loin, je suis très loin. Je suis plus loin que ce que j'aurais imaginé. Maintenant, juste un truc tout bête. En fait, ta DA de la femme en boubou et tout ça. Moi, j'aimerais bien savoir, t'expliques aux gens pourquoi Ah bah écoute. T'en es arrivé à cette DA, direction artistique. Ma meilleure amie, elle est malienne. Ok. Et j'ai grandi avec elle et j'ai toujours été fascinée par les boubous que sa maman portait. Ok. Et puis, quand j'ai rencontré mon Martiniquais converti,
c'est lui qui m'a donné envie de m'intéresser à ma propre religion. Okay. Je me suis mise à la pratiquer, puis j'ai décidé de porter... Pas du tout porté non. Ouais. Moi, mon père, il me disait, t'as prié, j'allais m'enfermer dans la chambre, je disais, ouais, j'ai prié. Je priais pas. Tu vois, c'était un héritage culturel. Il n'y avait pas de véritable foi, il n'y avait pas de véritable recherche ou d'implication. Et puis lui, il est arrivé avec toute sa foi, avec toute sa recherche spirituelle, et puis il m'a donné envie de pratiquer. Et donc j'ai décidé de porter le foulard. Mais qui va venir voir une femme avec un voile sur la tête au théâtre? C'est impossible, personne viendra. Donc finalement, c'était un bon combo de mixer les deux, de dire voilà, j'ai un petit turban, un col roulé. Après, t'as des gens qui vont dire c'est pas un vrai foulard, c'est pas comme ça. Chacun dit ce qu'il veut. Moi, je sais mon intention et je sais ce que j'ai envie de donner et à qui je le donne et pour qui je le fais et le reste. Bon. Et est-ce que en fait, t'as pas l'impression que alors non, c'est une question. Hein. Est-ce que tu penses que ta façon de t'habiller ou ta façon de t'habiller tout simplement est-ce que ta façon de t'habiller, je pense que c'est la meilleure. Est-ce que tu penses que ça t'ouvre des portes ou ça t'enferme? Ça m'a ouvert beaucoup de portes en Afrique, par exemple, parce qu'ils sont fiers que je mette en avant le wax, etc., et que je représente la femme africaine. Après, ça a peut-être pu me fermer des portes en France, mais j'ai pas plus cherché que ça, donc je t'avoue que moi, je suis tellement heureuse dans ce que je fais. Tu sais, je t'ai dit, mon objectif, c'était pas le Star System où je rêvais de faire du cinéma. J'aimerais bien faire du cinéma. Si on m'offre, je te dirais pas non. Mais je serais pas prêt à tuer père et mère pour ça, même si ils sont déjà morts. Mais tu vois, c'est pas ça à tout prix. Aussi, tu vois, à un certain moment, t'as eu des buzz au moment où il y a eu les attentats et tout ça. Et donc là, en fait, moi, quand je te connais, maintenant que je te connais, je vois pas le côté religieux en toi, en fait. Je vois vraiment beaucoup plus le côté humaniste et le côté universel, en fait. Parce qu'en France, on aime mettre les gens dans des cases. Ouais. Si tu représentes ça, c'est que tu es ça. Moi, au moment des attentats de Charlie Hebdo, j'avais fait une vidéo qui avait fait du buzz, où je parlais des islamistes, djihadistes, salafistes, pianistes, cyclistes. Du coup, ça avait fait rire les gens. Et là, on m'a invité sur tous les plateaux télé. Ouais, t'étais chez Ardisson et tout ça? Ouais, c'est ça. Mais c'était drôle, tellement drôle, tout ça. Mais attends... Est-ce que on a le temps de décortiquer un peu ou pas? Bah ouais, j'ai envie de savoir comment ça s'est passé chez Ardisson. En plus, il est mort, on peut le dire. Et à son âme. Ardisson, il est très sympa. Ouais. Hors caméra, il est venu me voir, il m'a dit, moi, je comprends pas quand t'emmerdes, putain, pour un bout de tissu que t'as sur la tête. Moi, ma mère, elle portait un fichu. Personne l'a jamais fait chier, tu vois. C'est quoi ses origines, Ardisson? Je sais pas, je pense qu'il doit avoir des origines ritales, mais je suis pas sûre. Ok. Et donc, il était vraiment très sympa. Et puis, il me fait venir en même temps que, Monsieur de Godefroy, qui était, l'adjoint de Hortefeux. T'imagines? J'imagine. Et donc avec sa tête de premier de la classe, tu vois, tu sais, il ressemble au méchant prince dans Shrek. Tu vois qui c'est ou pas? Ouais, très bien. Il ressemble à lui. Oh merde, la punchline. Et donc il était à côté de moi et à un moment, Ardisson il me pose la question, il me dit bon, Samia, vous dites que votre maman aurait préféré que vous épousiez quelqu'un de chez vous. Et je lui dis oui parce que maman, paix à son âme, elle m'a toujours dit si un jour la France elle veut plus de toi. Et là je le regarde, je lui dis n'est-ce pas? Avec un clin d'œil, je lui dis où est-ce que t'iras? Et là ça explose de rire sur le plateau et il récupère ce truc-là en postant sur Twitter et en disant voilà la punchline et le joli clin d'œil de Samia Orosman à Monsieur de Godefroy, tu vois. Ouais. Et donc c'était drôle parce que en même temps on te permet de dire ce que tu as envie de dire et on ne supprime pas, tu vois. Donc j'ai aimé ça. Mais en même temps, quand il te présente, il dit l'humoriste voilé. Et sur le bas de l'écran, quand toi tu regardes l'émission, il y a marqué l'humoriste voilé. Et là, tu dis, mais les gars, je suis la femme à barbe, c'est d'une violence. Tu vois, je suis pas l'humoriste voilé, je suis une humoriste, point barre, ça s'arrête là. Et je trouve ça tellement triste, parce que je suis pas arrivée avec une burqa sur la scène, je suis pas, tu vois ce que je veux dire? Bah, je pense que c'est vrai qu'à la base, on aurait dû te demander comment tu veux te définir. Parce que moi, je supporte pas quand les gens, te définissent, alors que toi-même, je sais pas, t'es assez grand pour savoir qui tu es et dire qui tu es. Mais c'est ça, tu vois, pareil, il y a une maison d'édition qui est venue me contacter pour écrire une biographie. Donc j'ai raconté mon parcours. Et la maison d'édition, la nana qui s'occupait de la com, elle tenait absolument à ce qu'on appelle mon livre, moi, musulmane, humoriste, voilée. Je dis, mais jamais de la vie. Elle me dit, non, mais pour vendre. Je dis, non, ça m'intéresse pas, moi, de vendre dans ces conditions-là. Vous êtes venu me chercher, c'est à moi de choisir ce que j'ai envie de dire. Mais alors, juste une question, justement, pour mettre les pieds dans le plat, qu'est-ce qui t'aurait gêné dans ce titre pour qu'on comprenne bien? C'est de m'essentialiser à un bout de tissu que je porte sur la tête. Je suis pas juste ça. D'accord. Je suis multiple. Ok. Donc s'il n'y avait pas voilé, ça aurait été. C'est le mot voile qui te dérange. C'est juste pour comprendre. Oui, humoriste. C'est pas que ça, c'est aussi. Musulmane, ça te va. Musulmane, c'est de mettre tout ça en avant. D'accord. En fait. Ok, je comprends. C'est que je suis pas que ça. Je suis pas un foulard sur pattes. Laissez-moi tranquille. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que toi tu voudrais mettre en avant aujourd'hui? Enfin, si toi. Juste mon humanité, c'est tout. Moi, je suis universelle. Tu l'aurais appelé comment le livre alors?
Je l'ai appelée femme de couleur. C'est pour toutes les femmes que j'ai rencontrées dans ma vie, tu vois, et toutes celles que je représente. Mais tu vois, c'est comme le truc où on va dire tu fais de l'humour communautaire parce que tu parles des différentes communautés. Moi, c'est Raphaël Mezrahi m'a dit ça une fois. On était à Montreux. Il dit c'est sympa, mais c'est dommage que ce soit communautaire. Je dis non, c'est pas communautaire. Excuse-moi. Celui qui raconte des histoires de blancs à des blancs, ça, c'est communautaire. Moi, je suis maghrébine, je te parle du monde entier. Dans mon spectacle, dans mon sketch, surtout même celui des accents, je t'ai parlé des Tunisiens, des Algériens, des Marocains, des Ivoiriens, des Camerounais, des Sénégalais, des Maliens, des Français. Ça fait beaucoup de communautés. Donc c'est pour pas être communautaire. Je comprends. Si je parlais que des miens, oui. Mais là, je t'ai parlé du monde. Donc c'est toi qui es communautaire, c'est pas moi. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Il y a une redéfinition des termes, en fait. Parce que le blanc, il est universel. Mais quand tu es basané et que tu parles de tous les basanés, nous tous, on n'est qu'une seule communauté. La communauté des basanés. Tu vois? Je vois très bien ce que tu veux dire. Mais ça n'a pas de sens. Tu comprends? Ouais, je comprends très bien. Moi, je parle du monde. Et le truc qui est fou, et je te jure, tu verras, j'espère, ce vendredi, tu verras, dans ma salle, il y a toujours un mélange de malades. C'est-à-dire que je joue à Dakar, que je joue à Montréal, que je joue à Tunis, que je joue à Bruxelles, dans la salle, il y a des Noirs, des Blancs, des Arabes, vraiment, il y a de tout. Et c'est ça que je trouve magique, en fait, c'est que tout le monde vient rire ensemble. Parce que ce qui nous rassemble, c'est notre humanité, c'est tout. On n'est pas là à vouloir parler que des choses qui nous ressemblent. Tu vois? Est-ce que tu aurais quelque chose que tu voudrais rajouter? Je veux juste dire merci. C'est tout. Merci. Merci pour tout ça. C'est nous qui te disons merci au nom de toute l'équipe. Franchement, merci beaucoup, de ton temps, de ta gentillesse, de ton énergie aussi, parce que tu nous aides énormément. Et puis, je vous dis rendez-vous sur les réseaux. Abonnez-vous, pour, suivre et être informé de toute notre actualité. Voilà, donc en tout cas, je vous dis rendez-vous pour le prochain épisode et franchement, merci beaucoup. C'était vraiment un épisode sans langue de bois, comme on aime ici. Merci à toi.